Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Ici Joël de l'Institut Neurosciences. Aujourd'hui, je vous propose une petite expérience intellectuelle. Nous avons l'habitude de penser que lorsque notre mémoire flanche, lorsque la concentration devient plus difficile, ou lorsque ce fameux brouillard mental, appelé aussi brain fog, apparaît, le problème vient forcément du cerveau. C'est presque un réflexe. Mais si nous regardions les choses autrement, et si certaines difficultés cognitives ne commençaient pas dans le cerveau lui-même, mais dans la manière dont notre organisme récupère pendant la nuit. Autrement dit, avant de parler de mémoire, d'attention ou de performance intellectuelle, il faudrait peut-être se poser une question beaucoup plus simple. Comment dormons-nous réellement? Pour explorer cette hypothèse, je vous propose d'écouter un dialogue un peu particulier. Il s'agit d'une conversation entre Audrey et Nicolas. L'une expose des idées, l'autre les questionne, les pousse plus loin et parfois les bouscule. Vous allez entendre comment une simple question sur le sommeil peut progressivement nous amener à changer notre manière de comprendre les troubles cognitifs. Je vous laisse maintenant entrer dans cette conversation. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse approfondie. Je suis ravi de démarrer cette exploration aujourd'hui parce qu'il y a une situation clinique et quotidienne que beaucoup de personnes connaissent intimement. Bonjour, et oui, c'est clair qu'on parle d'un truc très universel aujourd'hui. Ouais, ce sont ces moments particulièrement frustrants où l'on cherche ses mots au milieu d'une phrase, ou bien la concentration qui s'évapore totalement face à un écran, ou encore, tu sais, cette sensation persistante d'avoir un véritable brouillard mental. Le fameux brouillard mental, ouais. Exactement. Et la réaction humaine presque immédiate dans ces cas-là, c'est de pointer du doigt le cerveau lui-même. On a tendance à se dire que c'est l'âge qui fait son œuvre, ou que c'est le stress accumulé qui détruit nos neurones un par un. Et dans les cas de plus grande anxiété, on commence même à redouter une maladie neurologique débutante, comme la maladie d'Alzheimer. C'est ça. C'est un phénomène très documenté d'ailleurs, que l'on appelle le réflexe cérébrocentré. Mais au cours de cette plongée au cœur de nos sources du jour, notre mission est de démontrer que pour comprendre ces pertes de mémoire et cette immense fatigue cognitive, il faut très certainement arrêter de blâmer l'organe cérébral. Il faut commencer à regarder attentivement ce qui se passe une fois la lumière éteinte. Voilà. Notre mission aujourd'hui, c'est vraiment d'explorer un changement de paradigme médical et scientifique assez radical. Et ce changement de perspective, il est effectivement au centre de la recherche contemporaine en ce moment. La médecine et la psychologie ont eu pendant très longtemps cette fâcheuse habitude d'isoler la cognition. De la traiter comme une fonction purement intellectuelle, c'est ça? Ouais, presque éthérée, quoi. Totalement déconnectée de la physiologie globale. Mais les documents que nous analysons aujourd'hui nous forcent à observer l'organisme humain dans son entièreté. Et plus spécifiquement, à analyser la mécanique complexe de sa récupération biologique. Parce que la cognition n'est pas un programme informatique qui tourne dans le vide. Non, pas du tout. C'est le résultat d'un écosystème biologique qui a des besoins d'entretien extrêmement précis. Alors pour étayer cette nouvelle grille de lecture, on a rassemblé une pile de documents particulièrement dense. Notre point d'ancrage principal, c'est une étude sud-coréenne d'une ampleur vraiment rare. Elle est issue de la Korea Community Health Survey de 2018. Et on parle d'un volume de données massif. Massif, oui. L'analyse scrupuleuse des données de plus de 136 000 adultes. À cela, on a ajouté des articles cliniques récents de neurologie ainsi que les notes d'une masterclass passionnante en neurosciences. Une masterclass qui porte sur un concept clinique novateur, le système neuro-intégré. Bon, décortiquons ça. Allons-y. Parce que ce réflexe consistant à penser que si la mémoire flanche, c'est obligatoirement que le tissu cérébral vieillit, ça occulte de manière flagrante une question médicale pourtant fondamentale, à savoir comment l'individu dort-il réellement. Et cette omission, elle est frappante dans les parcours de soins classiques. Lors des évaluations traditionnelles des troubles de la mémoire ou de l'attention, la médecine standard a tendance à privilégier immédiatement les tests neuropsychologiques chronométrés. Ou les examens d'imagerie lourds, comme les IRM. Exactement, dans le but d'évaluer les fonctions exécutives brutes. Mais la qualité de l'architecture du sommeil, elle, est très souvent reléguée au second plan des investigations. Elle est traitée un peu comme un symptôme périphérique, non? C'est tout à fait ça, une simple gêne ou un effet secondaire du mode de vie. Alors que les données physiologiques prouvent aujourd'hui que le sommeil est le socle absolu. C'est l'infrastructure même qui permet aux fonctions cognitives d'exister le jour suivant. Et justement,
L'étude sud-coréenne que nous avons sous les yeux illustre cette réalité avec une force statistique impressionnante. L'échelle de cette enquête mérite vraiment qu'on s'y arrête. Réunir un échantillon de 136 237 participants, tous âgés de plus de 45 ans, ça permet d'éliminer énormément de biais statistiques. C'est pas juste une poignée de patients dans un laboratoire isolé. Et le premier constat global qui ressort des tableaux de données établit une base assez inquiétante. Plus d'un tiers de cette population, 38,6% pour être précis, rapporte un sommeil de mauvaise qualité persistante. C'est un chiffre énorme. Et en parallèle, près d'un quart des participants signalent ce que la littérature médicale nomme un déclin cognitif subjectif, souvent abrégé en SCD. Le SCD, oui. C'est cette fameuse sensation pernicieuse qui s'installe souvent sur plusieurs mois, de perdre le fil de ses pensées. D'être plus confus au quotidien, sans qu'un test clinique ne détecte encore de pathologies lourdes. Ce qui est fascinant ici, c'est le croisement mathématique de ces deux variables à l'échelle d'une population aussi vaste. Les épidémiologistes ont isolé spécifiquement le groupe de personnes qui formulent cette plainte de déclin cognitif subjectif. Les résultats sont parlants. Ah oui, au sein de ce groupe, la proportion de mauvais dormeurs explose, pour atteindre 54,6%. Plus de la moitié. Voilà. Et à titre de comparaison, chez les individus du même âge qui estiment que leur mémoire fonctionne parfaitement, ce chiffre tombe drastiquement, autour de 33,7%. Et pour mesurer ça, les chercheurs ont utilisé l'indice PSQI, c'est bien ça? Le Pittsburgh Sleep Quality Index, tout à fait. C'est un outil très reconnu qui score la qualité du repos en prenant par exemple la latence d'endormissement, les réveils nocturnes ou l'usage de somnifères. Et les modèles statistiques sont robustes, même après avoir été ajustés pour neutraliser l'impact du statut socio-économique, de l'hypertension ou du diabète, ils révèlent une tendance lourde. Le risque de présenter un mauvais score de sommeil est quasiment doublé. Multiplié par 1,84 exactement. Multiplié par 1,84 chez les personnes qui sentent leur esprit s'embrumer. Alors, on pourrait facilement se faire l'avocat du diable ici et supposer que ces baisses de performance sont simplement la trajectoire inévitable du vieillissement humain. La fameuse excuse de l'âge. Ouais, on a tous en tête l'image de la personne qui avance en âge et qui naturellement commence à perdre ses clés ou à oublier des prénoms. Mais la rigueur de cette étude sud-coréenne isole justement ce facteur âge. Les données pointent vers une toute autre conclusion. En effet, les conclusions démontrent que cette sensation de déclin cognitif ne doit plus être vue comme une fatalité unilatérale liée au calendrier biologique. C'est en fait un symptôme profondément bidirectionnel. C'est-à-dire? L'usure du temps n'est pas le seul responsable. C'est surtout que le cerveau perd drastiquement sa capacité à maintenir son niveau de performance. Parce que les conditions biologiques strictes de sa propre restauration ne sont plus réunies la nuit. D'accord. Une nuit structurellement appauvrie va altérer la vitesse de traitement de l'information le lendemain. Cette baisse de performance génère de l'inquiétude chez l'individu. Et cette inquiétude face à ses propres ratés cognitifs va générer une hyperactivation nerveuse. Qui vient à son tour fragmenter la nuit suivante. Intéressant, parce que pour saisir toute la portée de ce lien causal, la littérature neuroscientifique nous oblige à déconstruire complètement notre perception culturelle du sommeil. Absolument. Dans notre culture moderne de la productivité, le sommeil est trop souvent vu comme un simple état de passivité. On l'imagine comme le mode veille prolongée d'un ordinateur, une période où l'on éteint la machine pour économiser la batterie avant de relancer les logiciels le lendemain matin. C'est une erreur conceptuelle majeure. C'est clair. En parcourant les notes cliniques de nos sources, la réalité biologique qui est décrite est à l'opposé total de cette image. La boîte crânienne, une fois les yeux fermés et la conscience suspendue, devient le théâtre d'une activité mécanique et chimique absolument frénétique. Penser que le tissu cérébral s'éteint ou se met en pause est l'une des erreurs les plus persistantes en fait. L'activité ne s'arrête pas, elle change radicalement de nature et d'objectif. Et on le voit bien avec la découverte de ce système de nettoyage métabolique dont parle la masterclass. Oui, le système glymphatique. Pendant des décennies, la science s'est demandé comment le cerveau évacuait ces toxines, puisqu'il est dépourvu de vaisseaux lymphatiques classiques comme le reste du cœur. Et la réponse, c'est ce système glymphatique qui ne s'enclenche véritablement et massivement que lorsque l'organisme plonge dans le sommeil. C'est ça. Les détails anatomiques mentionnés dans nos sources sur ce processus de nettoyage sont dignes d'un roman de science-fiction.
Ah, c'est fascinant. On y lit que pendant que nous dormons, l'architecture même de notre cerveau se modifie physiquement. Les cellules gliales, qui entourent les neurones, rétrécissent de manière spectaculaire. Elles réduisent leur volume pour élargir l'espace interstitiel entre les cellules d'environ 60%. 60%, oui. C'est comme si, à la tombée de la nuit, les gratte-ciels d'une métropole se contractaient sur eux-mêmes pour élargir les avenues et laisser passer des convois de nettoyage exceptionnels. J'aime beaucoup cette métaphore de la métropole urbaine. Elle est extrêmement pertinente pour visualiser le phénomène. Ouais, ça permet de bien comprendre le lavage par le liquide céphalorachidien. Tout à fait. Parce que pendant l'état d'éveil, l'activité neuronale intense, la simple réflexion, la prise de décision, tout cela produit des déchets métaboliques résiduels. Et parmi ces déchets, il y a des protéines hautement toxiques si elles s'accumulent. Oui, comme la fameuse protéine bêta-amyloïde. C'est l'un des biomarqueurs principaux pointés du doigt dans le développement de la maladie d'Alzheimer. D'accord. Ni. Le système glymphatique agit comme cette flotte de camions poubelles municipaux. Or, et c'est le point névralgique du problème, ces balayeuses métaboliques ne peuvent opérer efficacement que si la circulation automobile est totalement à l'arrêt. La circulation automobile représentant ici notre état d'éveil et notre conscience. Exactement. Donc, si l'on suit cette logique implacable, un sommeil fragmenté, écourti ou de mauvaise qualité équivaut à une circulation automobile qui ne s'arrête jamais vraiment. Les avenues ne s'élargissent pas, les camions de nettoyage ne passent pas, ou alors très partiellement. Et nos sources documentent très clairement les conséquences de ce dysfonctionnement. L'accumulation progressive de ces neurotoxines crée un environnement inflammatoire qui va accélérer l'atrophie corticale. En d'autres termes, on provoque un vieillissement cellulaire prématuré du cerveau, non pas par usure, mais par intoxication à ses propres déchets. C'est brutal, mais c'est la réalité biologique. Et le lavage métabolique, bien qu'essentiel, ne représente qu'une fraction du travail nocturne, en fait. Les différentes phases du sommeil ont des cahiers des charges très distincts. Par exemple, le sommeil profond. Voilà. Lors des phases de sommeil lent profond, l'hippocampe travaille activement à la consolidation de la mémoire. Il trie, il réorganise et transfère les apprentissages de la journée vers le cortex pour un stockage à long terme. Et ensuite, il y a le sommeil paradoxal. Qui prend le relais pour assurer la régulation émotionnelle? Oui. Le cerveau y rejoue les expériences vécues pour en extraire l'information tout en diminuant leur charge affective et anxieuse. Si la nuit est compromise, c'est l'intégralité de cette chaîne de production qui est lourdement entravée. L'épuration physique, l'archivage de la mémoire et la désensibilisation émotionnelle. Tout est touché. Tout est touché. Et cette compréhension fine de l'architecture du sommeil, elle nous amène directement une donnée de l'étude sud-coréenne qui va à l'encontre de toutes les idées reçues. La fameuse surprise sur l'âge. Ouais, spontanément, on pourrait imaginer que cette corrélation très forte entre le déclin de la mémoire et la dégradation des nuits frappe de plein fouet les tranches d'âge les plus avancées, disons les personnes de 75 ou 80 ans et plus. Logique en apparence. Sauf que les statistiques démontrent exactement l'inverse. L'association la plus forte, le pic de vulnérabilité statistique, se situe chez les adultes d'âge moyen, c'est-à-dire la tranche des 45-74. C'est là que ça devient sociologique. Si l'on relie ça à la situation dans son ensemble, cette extrême vulnérabilité des 45-64 ans devient d'une logique limpide. La génération sandwich, comme l'appellent les épidémiologistes. C'est ça. C'est une période de la vie qui correspond généralement au point culminant de l'accumulation des pressions psychosociales. Les responsabilités professionnelles majeures. La charge financière pour maintenir un foyer. Le soutien aux enfants qui font des études supérieures. Et, simultanément, le besoin d'accompagner des parents vieillissants. Le niveau de charge mentale est colossal. C'est une véritable pression en étau. Et les documents que nous avons analysés détaillent comment cette pression environnementale se transforme en un auto-sabotage de la biologie interne. Tout peut commencer par un incident mineur, en fait. Prenons l'exemple d'un individu de 50 ans qui a un soudain trou de mémoire lors d'une réunion professionnelle. Ça arrive à tout le monde. Sauf que là, la crainte immédiate n'est pas seulement médicale, elle est sociale et économique. Il craint pour sa crédibilité, pour l'avenir de sa carrière, et cette anxiété de performance déclenche une réaction en chaîne en activant l'axe HPA, l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénal. Notre système d'alarme primaire. Face à cette inquiétude, perçue par le corps comme une menace de survie, l'hypothalamus envoie un signal d'urgence. L'hypophyse commande alors aux glandes surrénales de libérer des vagues de cortisol, l'hormone du stress. Un mécanisme parfait pour fuir un prédateur. Mais terrible quand il est activé chroniquement. L'organisme entier se verrouille dans un état d'hyper-éveil persistant.
Au moment de se coucher, le système nerveux reste en alerte maximale. Et c'est le terreau idéal pour la rumination nocturne. Le cerveau repasse sa journée en boucle, analyse l'oubli sous tous les angles. Cette surchauffe détruit l'architecture profonde du sommeil. Et le lendemain matin, le cerveau n'a pas bénéficié du nettoyage glymphatique. L'hippocampe n'a pas trié les données, donc la concentration est pire, ce qui entraîne de nouveaux oublis, une nouvelle décharge de cortisol, le piège se referme. Et pour répondre à la question de l'âge dont on parlait, l'étude suggère que les personnes de plus de 75 ans souffrent moins de ce cercle vicieux spécifique. Ah oui, parce qu'elles acceptent mieux ces oublis. Exactement. Elle les interprète comme une évolution naturelle normative, il n'y a pas d'effondrement de leur identité professionnelle en jeu, donc l'axe HPA reste beaucoup plus calme, préservant ainsi leur sommeil. C'est fascinant. Et cette mécanique de l'anxiété nous conduit à un autre sous-groupe analysé dans l'étude, les participants ayant des antécédents de dépression. Là, la corrélation atteint des sommets. On observe ce que la médecine intégrative appelle le triangle de la santé indissociable. L'humeur, le sommeil et la cognition. Les notes cliniques insistent sur le fait que la dépression n'est pas juste de la tristesse. C'est une maladie qui provoque un dérèglement massif de l'horlogerie interne. Les rythmes circadiens sont complètement désynchronisés, ce qui ampute les phases réparatrices du sommeil lent profond. Mais il y a aussi l'altération de la perception subjective, n'est-ce pas? Oui, la dépression agit comme une loupe déformante. L'humeur dépressive force le cerveau à adopter un biais cognitif extrêmement négatif. Une hypervigilance tournée vers ses propres défaillances. Tout à fait. Là où un individu en bonne santé balayerait un mot oublié comme un simple accroc, la personne dépressive va focaliser toute son attention dessus. Elle va l'analyser comme la preuve d'un effondrement intellectuel global. Ce qui alimente la détresse et fragmente le repos. Mais les données montrent qu'en ciblant la restauration du sommeil de ces patients, on diminue très nettement les scores d'anxiété et de dépression. Traiter la nuit soigne le jour. C'est un point fondamental. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Si l'on synthétise cette montagne de données, on touche à une application clinique qui modifie totalement la prise en charge des patients. C'est l'essence même du concept détaillé dans la masterclass, le système neuro-intégré. Le concept de système neuro-intégré postule une vérité biologique simple. Le cerveau ne flotte pas de manière autonome dans une boîte crânienne stérile. Il fait partie d'un corps entier. Voilà. Ces performances cognitives sont la résultante d'un réseau dynamique. La neurologie moderne intègre ce modèle appelé le système tonico-ventilatoire ou STV. Et ce STV démontre que notre capacité à nous concentrer est intimement liée à notre ancrage physique, la gestion de la gravité par la posture, la respiration diaphragmatique et bien sûr la récupération nocturne. La cognition n'est que la pointe émergée de cet iceberg physiologique. Les sources proposent d'ailleurs l'étude de cas particulièrement éloquentes de Maré, une femme de 52 ans. Oui, un cas très représentatif. Le motif de sa consultation initiale est purement cognitif. Elle perd ses mots lors de dîner, elle doit relire le même paragraphe d'un email 3 fois. Sa terreur absolue, c'est d'être au premier stade de la maladie d'Alzheimer. Mais l'équipe clinique a dézoomé. C'est ça. En analysant sa vie globale, le tableau change du tout au tout. Marie gère des restructurations complexes dans son entreprise, son niveau de stress chronique est à son paroxysme. L'examen de son système tonico-ventilatoire révèle une respiration thoracique haute et saccadée, Typique d'un état de lutte perpétuelle. une posture cervicale extrêmement rigide, son système nerveux sympathique est verrouillé sur la position marche, ce qui ruine l'architecture de ses nuits. Elle n'a aucune maladie dégénérative du cerveau. La respiration est superficielle. Si le tonus musculaire est figé par la tension, si la nuit est dépouillée de ses phases de réparation par un excès de cortisol, Alors la pensée devient instable. inévitablement. Ce que l'individu perçoit avec angoisse comme une maladie neurologique débutante n'est en fait qu'une alarme de sécurité déclenchée par un organisme vivant qui hurle son incapacité à récupérer. Face à une plainte de fatigue mentale, le mauvais réflexe est donc de chercher à stimuler l'organe avec des exercices cognitifs. La seule question clinique véritablement pertinente devient: le système nerveux de ce patient parvient-il encore à organiser sa propre régénérescence? Bien souvent, le prétendu trouble cognitif n'est rien d'autre qu'un trouble sévère de la récupération physiologique. Et ce renversement d'analyse est extrêmement porteur d'espoir. Le déclin que ressentent des millions de personnes n'est pas une fatalité inscrite dans leur gène. Ce sont des dégradations souvent réversibles. En rééduquant l'hygiène respiratoire, en traitant les troubles silencieux comme l'apnée du sommeil,
La médecine ne se contente pas de faire mieux dormir le patient, elle répare l'infrastructure même de la plasticité neuronale. La nuit n'est décidément pas un temps mort ou une variable d'ajustement. C'est le laboratoire biologique le plus complexe de notre existence. L'endroit où notre pression artérielle, notre inflammation systémique et nos souvenirs se recalibrent en silence. Et cela soulève une question importante qui dépasse le cadre strictement médical pour interroger l'organisation même de notre société. Une question de fond. Oui. Si la science démontre aujourd'hui avec une telle certitude que la clarté intellectuelle et la prévention du déclin cognitif de cette génération des 45-64 ans exigent des paramètres de récupération biologique aussi précis et stricts, ne sommes-nous pas face à une aberration systémique? C'est-à-dire le modèle standard du travail moderne. Exactement. Avec ses exigences de performance continue, sa charge mentale débordante et ses horaires rigides qui imposent un stress chronique. On peut se demander si tout cela n'est pas devenu biologiquement incompatible avec la préservation de notre santé cérébrale à moyen terme. La quête effrénée pour optimiser chaque minute tout en prolongeant l'éveil. Voilà. À l'avenir, la véritable révolution neurologique ne consistera peut-être pas à prescrire une nouvelle pilule miracle pour stimuler la mémoire, mais plutôt à prescrire une ingénierie radicale de notre temps de repos. Forçant ainsi nos modes de vie à s'adapter enfin aux lois non négociables de notre biologie et non l'inverse. C'est une réflexion fondamentale sur la pérennité de notre santé mentale collective qui mérite d'être longuement méditée. Une excellente matière à réflexion pour clore cette analyse. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration fascinante de nos rythmes biologiques. Prenez soin de vos nuits et à très bientôt pour une prochaine plongée au cœur de la science. Bon, vous venez d'entendre ce dialogue entre Audrey et Nicolas. Ce type de conversation nous rappelle une chose essentielle. La cognition n'est jamais une fonction isolée. Nous avons longtemps étudié le cerveau comme s'il était un organe autonome, presque indépendant du reste du corps. Mais la réalité biologique est beaucoup plus subtile. Notre capacité à penser clairement dépend d'un ensemble de régulations invisibles. La respiration, le tonus postural, la régulation émotionnelle et bien sûr, le sommeil. Lorsque ces rythmes se désynchronisent, la cognition vacille. Cela ne signifie pas forcément que le cerveau se détériore. Cela signifie souvent que le système vivant n'a plus les conditions nécessaires pour récupérer. C'est pourquoi, avant de chercher à stimuler la mémoire ou l'attention, il peut être beaucoup plus pertinent de restaurer ce qui permet au système nerveux de se réguler. Oui, le sommeil n'est pas une simple pause. C'est l'un des moments où le système vivant se réaccorde. Et c'est peut-être là que commence la véritable compréhension de nombreux troubles cognitifs. Merci d'avoir pris ce moment pour vous. Si cet épisode a ouvert un espace de réflexion plutôt qu'il n'a fermé une position, alors il aura rempli son rôle. Et maintenant, voici comment aller plus loin. Un article complet vous attend. Le lien est dans la description. Prenez le temps de le découvrir pour approfondir cette réflexion et aussi prenez connaissance des études sur lesquelles se repose tout cet exposé. Laissez un pouce si cet épisode a résonné en vous. Et dites-nous en commentaire d'où vous nous écoutez. Votre présence compte énormément pour nous. Enfin, abonnez-vous et activez la cloche pour être informé en premier de nos prochains partages. Et si vous pensez que cette conversation peut aider quelqu'un dans votre entourage, soit un collègue, un ami, un proche, n'hésitez pas à partager cet épisode. C'est grâce à vous que cette communauté grandit. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode consacré au rythme du vivant. Au nom de toute l'équipe, merci infiniment pour votre écoute et votre confiance. Le travail continue et nous sommes honorés de le poursuivre avec vous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau partage.